Donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue au 4e webinaire là, de l'ARIC sur un site qu'on fait sur la préparation des élections municipales. Donc, cette fois-ci, on a choisi de faire un sujet autour de animer autrement l'équipe municipale. Voilà, donc ça, c'est le cadre général. On l'a fait, pourquoi c'est qu'on constate à l'ARIC notamment qu'il y a beaucoup d'élus qui sont démotivés en cette fin de mandat, parce que parfois ils constatent que l'organisation de l'équipe n'est pas très collaborative. Donc il y a des démissions, des démotivations d'élus. Voilà. Donc on s'est dit que ça serait intéressant de monter une formation, un accompagnement sur cette question-là, d'animer autrement l'équipe municipale, pour que les élus dans le conseil municipal gagnent en efficacité, personnellement et en groupe. Aussi, c'est comment faciliter un peu l'implication de tous dans le conseil municipal et qu'on aurait pu utiliser des outils collaboratifs. Donc, on a proposé, nous, à Thiriad, ils vont se présenter tout à l'heure. Alors, vous les voyez à l'écran, ils vont se présenter, de s'associer pour monter une journée de formation là-dessus, qui se déroulera le 20 novembre à Montauban-de-Bretagne. Donc, on a dit, avant de faire la formation, on va faire un webinaire pour présenter un peu cette formation-là, pour montrer un peu les questionnements. Donc, avec un organisme Thiriad qui a beaucoup travaillé ces questions de collaboratif. Voilà, donc, il va donner son expérience, donner des clés, un peu de compréhension et de méthode. Voilà, question pratique. Donc, j'ai demandé à tout le monde de couper sa caméra et son son. Donc, vous l'avez tous fait, donc c'est très bien. Vous avez lu les consignes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez intervenir à tout moment par écrit. Donc, il y a un système de chat. Normalement, sur le côté, c'est votre menu GoToMeeting en bas. Vous avez le menu de chatter. Donc, je vais mettre bonjour. Vous allez voir apparaître. Voilà. Vous pouvez intervenir. Le principe, c'est que là, Louis-Julien et Emmanuel vont faire l'intervention de un quart d'heure, 20 minutes, donc avec un système de questions-réponses. Et après, on laissera la place aux questions. On se donne 1 heure, donc on donne 12h30, 13h30, on tient à cette heure-là parce que c'est long en webinaire. On est bien conscient que c'est un sujet assez conséquent, qu'on ne pourra pas le traiter pendant 1 heure, ça c'est sûr. Donc c'est vraiment un appel à aller plus loin lors d'une formation par la suite. Voilà, donc n'hésitez pas, questions. Et puis je laisse la place à Manuel et à Louis-Julien qui vont se présenter, Thierry. Voilà. Bon, merci Jérôme et bonjour à toutes et tous. Donc moi je m'appelle Louis-Julien Delabouère et effectivement je travaille au sein d'un collectif qui s'appelle Thiriad, alors territoire en néo-breton. En tous les cas, c'est un terme qui nous plaît, c'est notre cœur de travail entre les 6 personnes de ce collectif d'entrepreneurs. Et on interroge derrière le mot territoire les questions de fonctionnement collaboratif, on en reparlera tout à l'heure, et de la place que le numérique doit ou peut prendre ou pas dans ces processus. Mais je vais laisser la main à Manuel, puisque c'est lui qui va continuer en plus cet échange. Donc, moi, je suis Manuel Ibanez, je fais également partie de ce collectif Thiriad. Pour ma part, j'étais animateur territorial pendant de longues années et je m'intéresse effectivement tout particulièrement à la question des territoires ouverts et de comment on amène des pratiques plus collaboratives dans les organisations, notamment le monde associatif, la collectivité en interne avec les citoyens. D'accord, merci. Donc j'ai un petit problème d'écran là. Il y a un écran partagé sur votre. Voilà. Et donc là, par contre, j'ai un petit souci. Je ne sais pas ce que vous voyez là, mais ça c'est bon. Ouais, il est bien gros. Écoute, voilà. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Excusez-moi. Manuel, je te laisse démarrer. Ouais. Alors, juste pour introduire la question de comment animer autrement un conseil municipal, c'est peut-être se replacer dans un contexte un peu plus large où on observe une sorte de lame de fond dans toute la société actuellement
qui amène à repenser notamment le faire ensemble, à repenser comment se placent les individus dans les groupes, la question de l'intelligence collective, les méthodes collaboratives. On voit que ça remue dans de nombreuses sphères. Dans le monde de l'entreprise, ça bouge beaucoup actuellement dans le monde de l'entreprise. Si on prend comme exemple le succès du livre de Frédéric Laloux sur réinventer les organisations, qui a un succès fou actuellement. Dans le monde des associations, où il y a beaucoup de questionnements actuellement sur comment on mobilise ses adhérents, etc. Dans le monde des ONG et le monde militant aussi, qui voient apparaître des nouveaux collectifs qui se montrent, qui ont une efficacité très très grande, qui sont boostés notamment par le numérique notamment, et qui remettent en question, qui rebattent complètement les cartes dans les pratiques. On le voit même au sein des institutions qui sont re-questionnées parfois vigoureusement de l'intérieur et de l'extérieur. Et il semblerait que le fonctionnement des conseils municipaux va ou est en train naturellement d'être concerné par ce bouleversement sur comment on repense le faire ensemble. Donc soit de façon volontaire actuellement dans la façon dont on repense de nouveaux mandats, mais peut-être aussi poussé par l'extérieur. Donc nous, la question de la coopération et du collaboratif, elle nous semble que elle dépasse probablement juste la technique de management pour vraiment se positionner dans est-ce que c'est une possibilité pour répondre à des immenses enjeux actuels, enjeux démocratiques, enjeux face à des problématiques écologiques plus vastes, etc. Et donc la question de la coopération est un peu au cœur. D'accord, mais donc aujourd'hui, on a des élus en face de nous, dans un domaine linéaire, et comment est-ce qu'on peut en prendre en compte en fait les spécificités du conseil municipal, si on parle de collaboratif, mais au sein d'un conseil municipal, comment on peut faire? Effectivement, dans un conseil municipal, il y a des particularités. Il y a des particularités fortes et contraintes aussi que vous connaissez bien. Hein, si on prend l'exemple du maire, hein, qui est à la fois agent de l'État et agent exécutif d'une collectivité qu'est la commune, des responsabilités aussi en tant que représentant d'une population. C'est aussi des responsabilités de gestionnaire de fonds publics, de garant de l'élaboration de la politique publique. Tout ça sont des particularités propres à cette organisation-là. Mais il y a aussi, et on le voit, des espaces et des temps sur lesquels on va pouvoir pratiquer du collaboratif et dans lequel on va aussi pouvoir ancrer peu à peu dans les pratiques de nouveaux fonctionnements. Alors, je pense comme ça, il peut y avoir déjà le temps en amont, hein, quand on construit une liste, quand on construit un programme, on peut très bien imaginer des pratiques collaboratives qui nous permettent de nous exercer déjà dans ce temps amont. Sachant qu'une fois qu'on sera au conseil municipal, on voit bien qu'il y a tout un tas de contraintes nouvelles, mais il y a quand même encore des espaces comme les commissions, par exemple, où on peut mettre en place des outils et des méthodes particulières. On peut voir aussi, par exemple, des séminaires réguliers avec à la fois les conseils municipaux d'opposition, le maire, les adjoints, où on va se pencher collectivement sur les pratiques avec vraiment cette idée d'amélioration continue tout au long d'un mandat sur comment on améliore nos pratiques en continu. On a un regard proactif sur ce qu'on fait actuellement. Donc là, vous avez du coup parlé de votre expérience auprès des organismes et des associations. Vous pensez que c'est transposable au niveau des élus, cette question-là? Et donc, sur quoi vous allez pouvoir jouer sur quels éléments vous allez pouvoir jouer dans le cadre de la formation avec les élus? Alors, c'est vrai que peut-être qu'il faut aussi commencer par dire que si cette lame de fond, elle existe, elle est quand même très récente. Et pour le coup, elle est tellement récente que elle n'a pas pénétré encore tous les mondes. Et alors, on commence à voir des choses documentées, parce que c'est pas le tout, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des choses en place, et peut-être possiblement même vous au sein de vos équipes, hein, choses que vous avez testées. Mais pour le coup, que même nous, en tant qu'experts du sujet, avons du mal à trouver. On a du mal à trouver ces expériences.
la documentation pour savoir quel est leur impact, ce qui a fonctionné, pas fonctionné. On a très peu de choses là-dessus. Il y a quelques communes un peu célèbres, voilà, parce que les exemples sont connus. Mais on a très peu, nous, en tous les cas, de retour. Et c'est aussi ça qu'on veut travailler dans le cadre de la formation. C'est aussi cette formation, c'est une journée co-construite. Hein. Le but, c'est de la faire aussi avec vous pour réussir à faire ressortir les spécificités liées aux conseils municipaux. Aujourd'hui, on a acquis, nous, des certitudes dans le fonctionnement des groupes, et notamment dans des groupes alors associatifs ou grands collectifs. Alors, ça va de petites structures que l'on accompagne. Alors, quand on dit nous, c'est nous et tout un réseau de professionnels qui sont sur les mêmes sujets, dont on fait partie. On est constitué en archipel de professionnels sur le sujet, mais aussi jusqu'au fonctionnement des très grands réseaux que l'on connaît bien, donc vous connaissez sans doute les Wikipédia ou des choses de ce type-là. Donc aujourd'hui, il y a quelques certitudes et notamment un travail qui a été fait récemment sur les questions des compétences collaboratives. Qu'est-ce qui peut nous amener à effectivement permettre en tous les cas plus de collaboration à l'interne. Alors c'est quelque chose qui nous anime parce qu'à Tyriade, on s'est souvent dit que notre slogan, ça devrait être Tyriade entre peur et fantasme. Alors peur et fantasme, pourquoi? Parce qu'on traite que de collaboratif, nous, et de numérique. Alors vous allez vite comprendre que dans les deux, on a à la fois peur et fantasme. Quand on parle de collaboratif aujourd'hui, il y a une forme de fantasme parce que tout le monde doit être un peu collaboratif, doit faire tout avec tout le monde. On travaille avec beaucoup de municipalités qui nous disent, par exemple, on nous oblige presque à faire avec les citoyens, mais puis on a envie de le faire, mais en fait, on ne sait pas. Voilà, on n'a pas les clés aujourd'hui pour faire collaboratif avec les habitants et avec peut-être même avec les autres structures intermédiaires, type association communale. Donc, il y a cette espèce de fantasme, mais en même temps de la peur de se dire, je pense qu'il ne faut pas se le cacher, ça peut remettre en cause des questions de pouvoir, de légitimité, de positionnement individuel que l'on a pris l'habitude ou que l'on a l'habitude d'avoir, voire pourquoi pas de contrôle de l'information ou de ce qui se passe aussi sur sa commune, qui est d'autant plus accentué par ce numérique qui peut à la fois faire fantasmer aussi, parce qu'on a l'impression que dès qu'on va mettre un outil collaboratif ou dit collaboratif, tout va aller beaucoup mieux parce qu'on a mis un outil, ça nous rassure. Et en même temps, les peurs de ce numérique, de ce web, en tous les cas, qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas ce qui s'y passe, qu'est-ce que les habitants viennent y dire et tout ça. Donc, on oscille toujours dans cette partie-là et c'est ça qu'on essaye, nous, d'interroger et de se dire que ça a sans doute une place. Chaque élément a quand même sa place au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire que si on prend une première chose, une des premières compétences collaboratives, ce que je vais vous dire, ça vous paraît des évidences, mais c'est intéressant de les interroger. La première, c'est la réelle volonté de collaborer. Alors nous, on l'interroge sur 3 niveaux, c'est-à-dire que si vous êtes là, possiblement, c'est peut-être parce que vous avez envie d'une autre forme de collaboration en interne. Alors ça, c'est des termes qu'on pourra interroger. Hein. Pour nous, il y a des grandes différences entre travailler en mode participatif, en mode coopératif, en mode collaboratif. C'est des formats de fonctionnement qui peuvent être différents et qui ont sans doute leur place à différents moments. C'est-à-dire que quand on va vouloir travailler dans une autre compétence collaborative importante qui est la question de la confiance, alors c'est sûr, ce sont des mots un peu génériques, mais la confiance, elle se construit. On voit dans les conseils, alors pour tout dire, on accompagne aussi des listes qui sont aujourd'hui en création et puis on a l'habitude de travailler avec pas mal de communes, notamment en Bretagne. On voit bien que ces questions de confiance, elles étaient très existantes quand on a créé les listes et on est tous partis pour quelque chose de commun. Et puis, on voit qu'au bout de quelques mois, cette confiance, des fois, elle se délite un peu dans le temps parce que les obligations que rappelait Emmanuel, qui sont les obligations légales, et puis des fois, des habitudes de fonctionnement que l'on a prises, pas forcément au conseil municipal, mais parce que je pense que dans le quotidien, on n'a pas l'occasion ou très peu l'occasion de travailler en mode collaboratif. Donc, c'est quelque chose qui va sans doute prendre du temps de maturation pour vous, de vous dire est-ce que je suis capable de passer ça, c'est-à-dire c'est des interrogations personnelles dans la collaboration. Est-ce que moi, je suis prêt à laisser la main, à partager, à effectivement donner une liberté à des personnes, mais à qui? Donc, d'être moins dans cette partie de contrôle, elle va revenir souvent. Quelle transparence je suis prêt à mettre dans mon travail? Et puis, dans la confiance, il y a pour nous des choses importantes du type peut-être quelque chose que vous avez vécu vous, et peut-être c'est pour ça aussi que vous êtes un peu là, c'est les questions de processus d'engagement ou de désengagement. Alors nous, on parle beaucoup d'implication et de désimplication, c'est-à-dire comment, dans le fonctionnement d'un conseil ou d'un prochain conseil,
on accepte que des personnes qui étaient peut-être loin sur la liste, qui ne sont pas adjoints, prennent en charge un dossier, mais qu'ils ne le prennent que pour un temps précis parce qu'on a tous dans nos vies des obligations diverses. Tout le monde n'est pas là à 100%. Et très souvent, ce qui est très mal vécu et ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'au bout de 6 mois, 1 an, en fait, on a finalement une équipe qui se resserre autour des adjoints et du maire, madame le maire, une équipe qui se resserre et des personnes que l'on perd, ils disparaissent. Alors qu'en fait, ils pourraient revenir ponctuellement. Même des adjoints qui disent, moi, je suis adjoint à l'urbanisme, mais à un moment, pourquoi pas, au bout de la moitié, je pourrais être adjoint à l'environnement. Alors, c'est pas des choses impossibles, c'est des choses possibles, mais ça veut dire qu'il va falloir travailler sans doute dans le cadre d'une collaboration à imaginer ce processus-là dès le départ et d'être moins dans la finalité au départ de l'élection et puis de se dire après on verra comment ça va se passer. On va cadrer les choses et puis on verra pour peut-être mettre de la souplesse. Je pense que c'est vraiment des choses importantes à discuter dès le départ. Dans ce cadre-là, dans ce cadre de ces mécanismes, donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir placer en présence et qui vont impacter aussi des changements à distance qu'on va évoquer tout à l'heure sur des questions d'outils. La confiance, c'est le respect dans le groupe. C'est quelque chose aussi qui se crée dans le temps. Les groupes que l'on accompagne, alors si on dit confiance, hein, tout le monde a confiance en tout le monde, alors qu'en fait, quand on commence à titiller un petit peu chaque organisation, c'est pas tout à fait vrai. Sauf que si on veut créer cette confiance, nous, on va travailler avec effectivement chaque personne dans le groupe sur quel est le petit élément qui lui permettra de se mettre en confiance avec le reste du groupe. Confiance dans les expertises individuelles, confiance dans les contributions. Par exemple, une des premières choses qui arrive très souvent, c'est que finalement, on se connaît peu. On a créé une liste, on a discuté de beaucoup de choses pour l'ensemble sur la commune, mais d'apprendre ce que chacun peut apporter comme expertise individuelle. Alors, je vais peut-être caricaturer, hein, mais très souvent, dans un conseil municipal, enfin, en tout cas, ce que j'ai observé, mais vous pourrez nous dire l'inverse, quand quelqu'un a travaillé plutôt dans le secteur social, dans son côté professionnel, ben, on le met comme adjoint plutôt sur les questions sociales. Il y a des choses comme ça qui se passent, alors qu'on pourrait imaginer, si on avait une meilleure visibilité des uns et des autres et des compétences individuelles, permettre à chacun d'aller sur peut-être, pourquoi pas, un autre sujet. Mais cette confiance, elle se construit dans le temps, et ça, peut-être qu'on ne l'a même pas encore beaucoup dit, et pourtant j'ai l'impression que d'habitude on le dit tout le temps. Le processus collaboratif, c'est quelque chose qui demande du temps. C'est un processus qui est très différent de celui qu'on a décidé, cadré, etc. C'est un processus qui permet l'expression souvent de beaucoup de divergences. Donc il va falloir quand même rappeler à un moment qu'il y a une convergence commune, c'est qu'on doit travailler ensemble sur la commune, mais qui permet beaucoup de divergences et qui doit faire que l'animateur ou la personne qui anime ce groupe-là, effectivement, est sans doute dans un autre positionnement que celui qu'on voit aujourd'hui, dans des conseils, avec des choses peut-être plus hiérarchiques ou plus pyramidales. Quelqu'un qui va devoir faire énormément confiance au groupe et permettre, c'est-à-dire quelqu'un qui se pose dans une position de facilitation plutôt que de résolution, possiblement. Alors ça, c'est des grands principes. On aurait pu vous parler d'outils. Peut-être que vous attendiez même des outils. Alors, on va essayer d'évoquer un peu ces questions d'outils. Alors souvent, on les met un peu après. Pour te dire, on aime bien les chanter un petit peu, les outils. Parce que très souvent, on vient nous voir en disant, est-ce que vous avez un outil collaboratif pour que on puisse maintenant partager mieux l'information, par exemple, entre les différentes commissions municipales. Alors, oui, alors des outils, il en existe plein. Ça, c'est même plus, en fait, c'est même pas la question. Mais est-ce que aujourd'hui, tout ce qui est produit, par exemple, par une commission municipale, est stocké en ligne, est écrit à plusieurs, qui peut le voir? Et ça pose la question pour nous importante en permanence. Et là-dessus, je vais peut-être laisser la main justement à Manuel. C'est la question de la synchronisation des personnes entre elles dans une équipe. On voit bien qu'à un moment, justement, si ça se délite, c'est parce qu'il y a un groupe qui sait, et puis il y a un groupe qui a du mal à suivre et a du mal à savoir où on en est. Et donc pour lui, c'est d'autant plus difficile, on lui met beaucoup de marge pour qu'il se réimplique dans la structure. Donc peut-être que la première chose dont on peut parler, c'est la communication en présence. Et puis moi, je reviendrai sur peut-être les outils numériques sur la question à distance ensuite. Oui, donc si on parle d'outils et de méthodes, il y a effectivement des outils et méthodes plutôt en présence qui vont sur des choses peut-être simples au départ, mais comment on anime une réunion? Comment, en fait, alors bien sûr, on a tous l'idée de oui, ok, il faut un ordre du jour, etc. Mais peut-être qu'il y a des choses aussi qui peuvent amener aussi une implication de chacun. Par exemple, avoir une visibilité
sur l'ensemble de ce qui se construit pendant la réunion. Donc là, que chacun ait accès à cette visibilité-là, que le compte-rendu soit effectivement permette que les gens qui ne sont pas présents puissent rattraper la chose. Il y a aussi une posture, et là il y a un gros travail à faire, je pense, dans une équipe municipale, à réfléchir sur, à un moment, il va falloir faciliter les débats. Faciliter les débats, c'est s'assurer qu'il y ait des échanges sains et constructifs. C'est s'assurer que tout le monde puisse s'exprimer. C'est des questions importantes quand on parle de démocratie. Et cela, ça demande aussi des compétences de facilitation. Et donc, dans une équipe municipale, je pense qu'il faut réfléchir très en amont à se dire comment on va faciliter les échanges dans un conseil municipal, ne serait-ce qu'en présence. Et donc, voilà comment on va pouvoir faire apparaître l'ensemble des points de vue de chacun. Donc, ce travail en présence, il y a une multitude de techniques et d'outils, là aussi, toujours partir de où on en est, quel est l'objectif, quel est l'usage, et ensuite une batterie d'outils possibles et d'accompagnement également. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à être accompagné sur ces questions de présentiel. Nous, on considère que de toute façon, un groupe qui ne collabore pas, qui n'arrive pas à collaborer en présence, ne pourra pas collaborer à distance. Donc, il faut arriver déjà en présence à poser un type de fonctionnement qui va mettre en confiance pour pouvoir travailler aussi sur des outils à distance. Oui, et alors la distance, quand on parle de distance, effectivement, on va parler notamment de numérique ou de web, ou voilà. Alors qu'on en ait peur ou qu'on n'en ait pas peur, je pense que de toute façon, le numérique aujourd'hui, il a complètement sa place comme élément qui rend visible l'invisible. On aime bien dire ça parce qu'en fait, on a l'impression que dans tous les fonctionnements de groupe, on a quand même beaucoup de choses qui se passent et qui sont invisibles. Et c'est ce qui enclenche très régulièrement des processus des implications personnelles, parce qu'on n'arrive pas forcément à suivre ces choses-là. Donc le numérique, il a quand même plusieurs intérêts, hein, des choses intéressantes en termes donc de facilitation de la synchronisation entre les personnes, tout simplement parce qu'on a travaillé le numérique comme espace de stockage. Est-ce que dans les équipes municipales aujourd'hui dans lesquelles vous êtes, est-ce qu'il y a un lieu de stockage unique, un endroit où tout le monde va pouvoir retrouver toutes les informations publiées par telle ou telle commission, par tel ou tel groupe, quasiment, je dirais, en temps réel, parce qu'on s'est doté d'un petit outil simple et les choses se passent là. Ensuite, le numérique, c'est aussi un outil de circulation de l'information. Alors, on ne va pas vous faire là des listes d'outils, hein, parce qu'il y en a plein, mais on pourra le voir ça pendant la formation ou nous demander. Vous allez voir sur nos sites, il y a des outils qui permettent cette circulation de l'information, non pas vis-à-vis de la communication extérieure, mais en interne. C'est la question de la transmission également, c'est-à-dire que si on imaginait qu'on décide que des gens sont acteurs dans un conseil sur un sujet à un moment donné, mais qu'à un moment ils soient obligés de se désimpliquer parce que sont familiales, professionnelles, etc. Quelle transmission, quels éléments sont donnés aux autres personnes juste ensuite, après, pour que d'autres puissent se le réapproprier et que les 6 ans, finalement, fonctionnent plutôt assez bien de cette façon-là. Le numérique, il peut avoir cette place-là, il nous semble, dans tous les cas. Les outils, effectivement, ne seront pas collaboratifs. Ils permettent la collaboration, si vous la voulez. Voilà. Nous, on a toujours un objectif au final. Peut-être moi, je terminerai par ça. Dans les méthodes en présence, dans les méthodes à distance, dans l'apprentissage d'un autre type de fonctionnement, c'est d'éviter un syndrome que vivent beaucoup de structures, beaucoup de groupes. Ça s'appelle le syndrome EPM. Alors, je vous demande ce que c'est, mais vous ne pouvez pas me répondre, mais alors, je vais partir du principe que vous ne connaissez pas le syndrome EPM. Très récurrent, mais forcément évité, c'est le syndrome et puis merde. Alors, et puis merde, c'est... moi, ça fait plusieurs années que je dis que je m'intéresse aux questions d'environnement, j'aimerais bien, mais bon, je n'ai pas tout à fait le temps que les adjoints ont. Mais j'ai un peu décroché, je vois bien que j'ai plus tout à fait ma place. Aux prochaines élections, et puis merde, quoi. Moi, j'ai essayé en tant que maire ou d'adjoint d'essayer de créer des commissions ouvertes, d'impliquer, de même demander aux membres de mon conseil municipal de réagir. Ils ne réagissent pas. Et puis merde, c'est moi qui prends la décision. Et ça, on le voit assez régulièrement, mais parce que
les processus qu'on a mis en place de fonctionnement de groupe ne permettent pas de toute façon à des gens de venir s'exprimer parce qu'ils se sentent décrochés. Donc, je pense qu'on a tout ça à essayer d'éviter et je terminerai un petit peu là-dessus. Peut-être en allant un petit peu plus loin, on a parlé finalement un peu là très rapidement de vous. Est-ce que vous êtes capable de? Est-ce que votre groupe est prêt à? Parce que si le maire ou un adjoint veut, peut-être que le groupe en face n'est pas tout à fait prêt. Donc ça aussi, ça se travaille. Et puis, il reste un dernier élément, c'est l'environnement extérieur. Et je laisse la main peut-être. Peut-être, effectivement, ça c'est un point qui me tient pas mal à cœur. Effectivement, on parle aujourd'hui beaucoup de quelle implication citoyenne. Je pense que le nombre de listes citoyennes qui va apparaître aux prochaines élections sera important. Et du coup, on parle de comment repenser la démocratie, comment les habitants participent à la vie citoyenne. Mais je pense que c'est intimement lié à comment ça se passe aussi dans un conseil municipal. Je pense qu'effectivement, tout comme il faut arriver à collaborer en présence pour arriver à collaborer à distance, je pense qu'il faut arriver à collaborer au sein d'un conseil municipal, dans un groupe de ce type-là, pour arriver à collaborer avec un environnement plus large des citoyens de sa commune, par exemple, mais aussi des autres collectivités, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le lien avec l'intercommunalité notamment, et tous les autres partenaires très nombreux qu'il y a quand on a dans la vie municipale. C'est vrai qu'on a quelques communes qui sont venues nous voir en nous disant on fait des débats citoyens, mais les gens ne viennent pas. Alors quand il y a eu le grand débat, pour le coup, nous on en a animé plusieurs, il y avait un cadre qui a fait que finalement des gens sont venus. Mais même nous, en tant que conseil, on veut s'ouvrir à l'extérieur, mais ça ne fonctionne pas. Alors peut-être, c'est un postulat de départ, mais qu'on peut discuter avec vous, parce qu'on le voit dans d'autres milieux où on voit bien qu'aujourd'hui, on sait à peu près communiquer sur ce que l'on fait. On sait dire, voilà, l'équipe, elle a fait ci, on a fait ça, etc. Mais est-ce que vous savez, ou est-ce que, en tous les cas, les structures savent montrer ce qu'elles sont, qui elles sont? Est-ce qu'on peut même aller imaginer que beaucoup de choses qui sont publiées par des commissions municipales soient même accessibles en ligne et que l'on voit les échanges, qu'on voit les débats, ce qui permettrait effectivement peut-être possiblement à ce que les citoyens se rendent compte que la municipalité, le conseil municipal étant collaboratif, il y a des portes ouvertes pour aussi s'impliquer lors de réunions. Donc voilà, je pense que nous on a un peu fini là-dessus parce qu'on pourrait parler pendant effectivement au moins une journée de formation et des journées entières. Donc on est ouvert en tous les cas à écouter toutes vos questions, remarques, demandes d'éclaircissement, de pointer des choses peut-être plus précises que tous les éléments qu'on a évoqués. Merci pour votre écoute. Merci Julien et Emmanuel. Donc c'est vrai qu'on a choisi cet angle d'attaque-là, c'est-à-dire qu'on va partir d'assez loin sur ce que c'est que la coopération, ce que ça apporte dans les organisations sur lesquelles on travaille. Mais comme le rappelait Julien, c'est qu'on manque aussi d'éléments et d'exemples sur les collectivités. Nous, en tant qu'ARIC, il y a très peu d'exemples de collectivités qui travaillent qui montrent qu'ils travaillent de cette façon-là. Alors, on avait essayé, nous, dans le cadre de l'ARIC, de mettre en place des groupes de travail, notamment sur une charte un peu éthique d'un conseil municipal. Et donc, on a fait bosser les gens sur tous les éléments qui étaient nécessaires pour bien fonctionner ensemble. Donc, il y a des éléments à mettre à plat. Alors, on en parlait tout à l'heure, l'histoire d'animer une réunion, comment est-ce qu'on anime une réunion, comment est-ce qu'on accède à l'information, comment est-ce qu'on utilise les mails, comment est-ce qu'on partage l'agenda, comment est-ce qu'on lit la commission de travail, le bureau, conseillers municipaux, etc. Comment cette information-là tourne. Il y avait aussi des questions autour de liens communes-communauté, comment on fait la question du reporting en fait. Comment on se met d'accord aussi pour savoir comment l'information de l'interco, on la reporte à l'ensemble des membres du conseil municipal. C'est une question que tout le monde se pose aussi, et de savoir comment est-ce qu'on peut réguler ça et organiser ça. Et le fait de remettre ça à plat et de travailler ensemble sur toutes ces questions-là et les mettre à plat surtout, c'est intéressant de faire, vous l'avez bien précisé, pendant cette période de préparation des élections, qui est une période intéressante pour ça, mais une fois qu'on est en poste et qu'on a les fonctions attribuées et qu'on est parti dans le quotidien,
il faut aussi se reposer cette question-là parce que ce n'est pas la même façon de fonctionner. C'est intéressant de voir ces deux phases-là qui sont importantes. Et c'est vrai que nous, on a travaillé sur il y avait deux choses sur lesquelles on a travaillé. Donc, c'était sur une charte un peu de fonctionnement des élus municipaux. Donc, on est en train de travailler pour faire des fiches. On avait travaillé aussi sur numérique et la réalisation, par exemple, d'un bulletin municipal avec un outil numérique qui était très lourd. On l'a fait avec plusieurs élus. Je pense qu'il y en a pas qui sont là d'ailleurs. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut utiliser un outil numérique pour réaliser un bulletin municipal avec des gens qui sont connus problématiques, qui sont toute la semaine à travailler, pas forcément sur la commune, la DGS qui a des horaires de bureau qui s'arrêtent à 18h et les élus qui continuent à travailler après 18h. On avait des questions de synchronisation des temps et des informations qui étaient importantes. Donc, ce que propose aussi la formation, c'est de remettre ça à plat, c'est-à-dire repartir de ce que vous avez fait, hein, de repartir bien sûr des choses que vous avez déjà fait, voir un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis de reprendre un peu dans le fonctionnement de la collectivité tout ce qui peut être remis, enfin voilà, où est-ce qu'on peut introduire le collaboratif, mais vous l'avez dit aussi petit à petit, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout révolutionner d'un coup, c'est d'écouter petit à petit aussi, quoi. Donc c'est de se prendre une journée pour ça, faire un peu un point, faire un rond-point sur ce que c'est que le travail collaboratif, et puis montrer un peu des outils aussi, hein, je ne trouve pas, même si là on ne va pas en montrer, mais des outils, des techniques, des méthodos pour aller... Oui, puis peut-être que pour rebondir là-dessus, je pense que chaque outil, enfin des outils, il y en a, hein, il y a des outils d'Agora Public, il y a des outils pour partager aujourd'hui des documents, pour partager des décisions, des échanges en mode instantané. Voilà, donc il y a ces questions d'outillage qui posent aussi les questions de qui est outillé ou pas, est-ce qu'il y a des gens qui refusent le numérique, enfin, donc ça, c'est vrai que le numérique aujourd'hui, et puis il y a vous faites peut-être partie de certaines communes où même capter Internet, c'est un peu compliqué, donc si on utilise des outils tout le temps connectés, c'est pas simple. Bon, il y a ce point de vue, il y a ce point purement technique qui fait que des outils, on peut en montrer en fonctionnement dans plein de groupes. Mais aujourd'hui, il y a pléthore d'outils, y compris libres, gratuits. Voilà, hein, on n'est pas obligé d'être Crésus pour pouvoir se payer des outils pour travailler ensemble, même comme de la visio qu'on est en train de faire en ce moment. Hein, il y a des outils qui fonctionnent très très bien, même si on a peu de moyens. Je pense que de toute façon, il est important de... Alors effectivement, comme disait Jérôme, alors, on peut tout révolutionner. Alors, je vous avouerai, mais peut-être que Manuel va dire autre chose. On rencontre beaucoup de groupes qui ont envie effectivement de complètement autre chose. Et tout d'un coup, on rejette complètement ce qu'on vivait avant et tout sera très différent. Alors là, on sort la liste de toutes les techniques possibles, imaginables, d'intelligence collective, d'outils collaboratifs, etc. Puis très souvent, on aboutit quand même aussi un peu à des usines à gaz. Parce que je ne connais pas vos âges, mais je pense que pour tout le monde, depuis des années, on ne fonctionne pas comme ça. Moi, je reste persuadé que l'humain est profondément collaboratif. Il a envie de travailler avec l'autre. L'humain est absolument. Mais possiblement, on a un peu perdu les habitudes de faire ensemble. Alors, en Bretagne, on ne peut pas mentir là-dessus. On a de la chance, on est habitué à travailler beaucoup ensemble, entre institutions publiques de l'État, entre institutions locales, etc. Alors qu'effectivement, dans d'autres territoires, c'est un peu différent. Mais ça n'empêche que je pense qu'on a perdu un peu ces habitudes de travail. Nous, on dit souvent, il y a des endroits où en fait, il ne faut pas mettre de collaboration parce qu'elle n'est pas utile. Peut-être la participation suffirait, du simple partenariat, voire même la décision unilatérale à 2-3 personnes, c'est quand même plus efficace. Et puis, c'est peut-être même mauvais pour la collaboration de se dire que on va en mettre partout, alors qu'il y a des endroits où elle va pas fonctionner. Donc, d'arriver à identifier tous les endroits qui, hors question légale, obligatoire, on peut imaginer commencer à tester des outils, les tester en présence. Et puis après, justement, ces outils, ils ont cette vocation de travailler à distance. Justement, sur la question des outils, donc, on a une question sur le chat, là, y a-t-il des outils collaboratifs open source hors GAFA? Ah oui, alors il y en a plein. Alors nous, on les aime beaucoup. Parce que, on passera sur toutes les questions, il ne faudra pas trop nous lancer là-dessus, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, mais il y a la question des données personnelles, il y a la question de ces gens-là ont toutes nos informations. Donc, en fait, on partage toute notre vie avec Mark Zuckerberg sur Facebook, mais on ne sait pas qui c'est ce garçon, qu'est-ce qu'il pense dans la vie, moi je ne le connais pas. Donc toutes les décisions municipales, toutes les discussions à titre individuel, et pour moi les mettre dans les GAFA c'est gênant.
Et il y a plein d'alternatives aujourd'hui libres avec des outils qui, c'est vrai qu'à une époque, n'étaient pas très conviviaux, pour tout dire. Mes amis libristes ne seront pas contents que je dise ça, mais quand même. Aujourd'hui, on a vraiment des outils agréables, beaux, c'est important, assez faciles à manipuler. On évoquait tout à l'heure des outils Trello, mais il y en a plein d'autres. Alors, Trello n'est pas libre, mais c'est pas un GAFA. Donc, on peut trouver aujourd'hui plein d'alternatives. Et notamment, nous, on en cherche beaucoup parce qu'on travaille avec le monde associatif qui n'a pas toujours les moyens non plus de se payer des beaux gros outils très chers et qui, en plus, souvent pose les questions de il y a celui qui peut se le payer, celui qui ne peut pas. Donc, oui, des alternatives, il y en a et on pourra en partager librement. Alors, ça, c'était une question sur les outils. Plus largement, est-ce que vous pourriez me dire comment, dans les organisations avec lesquelles vous avez travaillé, comment vous procédez en fait pour introduire de la collaboration, plus de collaboration dans les organisations qui sont, voilà, là vous n'avez pas fait on n'a jamais fait avec des conseils municipaux, mais quelle est votre méthode? Comment vous démarrez là-dessus et comment vous... Vas-y. D'abord, effectivement, il y a toujours une phase qui est un petit peu délicate au début parce qu'on a envie d'aller très vite dans l'action, mais je pense qu'il y a d'abord une phase importante qui est une phase de poser les choses, poser, comme on appelle le cadre des échanges, le cadre qui va nous permettre de se sentir en confiance pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir s'adapter aussi au groupe. Donc ça, c'est une première phase importante, connaître les différents niveaux d'intention, l'intention du groupe, mais l'intention individuelle de chacun. C'est aussi important d'avoir ce temps au départ, de bien s'accorder sur nos valeurs, sur nos intentions, sur comment on va échanger entre nous, etc. Après, il faut assez rapidement qu'il y ait la question du groupe. Qu'est-ce que c'est qui fait groupe aussi et comment on le rend visible? Quels outils on va mettre en place pour qu'on se connaisse, qu'on comprenne mieux qui peut apporter quoi? Un tableau des compétences, comme on disait, ça peut être un tableau des besoins qu'on a en apprentissage, en formation, etc. Ensuite, on passe vraiment à la question de construction, on va dire, de pratique. Et là, alors souvent, effectivement, on va démarrer par j'appellerais ça des crash tests, mais en tout cas, démarrer par des sujets qui ne sont pas les plus polémiques au départ. Donc, ne pas hésiter à démarrer du collaboratif sur des petites choses. Mais c'est aussi ancrer des pratiques qui vont ensuite, au fur et à mesure, enfin, ce que je veux dire par là, j'ai accompagné des communes qui me disaient « Allez, on démarre la participation citoyenne de façon collaborative sur le PLU ». Ils n'avaient jamais fait de méthode collaborative. Je dis « Attendez, c'est peut-être pas le premier sujet sur lequel il faut partir dans ces méthodes-là. Démarrer d'abord sur des petits sujets, sur des sujets sur lesquels… voilà, si ça ne fonctionne pas complètement au début comme vous le pensez, ce n'est pas trop grave. Mais petit à petit, on fait comme ça monter l'implication et on amène aussi les outils au fur et à mesure. Et ça, c'est aussi important. Tout le monde rêve de l'outil idéal. L'outil idéal n'existe pas. Par contre, il y a un panel d'outils qui sont chacun adaptés à des moments de la vie du groupe, à des usages liés à la vie du groupe. Et ça, du coup, c'est vraiment une méthode qu'on peut apprendre, on peut comprendre quelles sont les différentes étapes de construction d'un groupe. Et à chacune de ces étapes, il y aura des outils. Les outils collaboratifs de construction d'un projet, de gestion d'un projet, on ne les amène pas au même moment que les outils qui permettent une meilleure visibilité du groupe, par exemple. Je ne sais pas, Louis-Julien, si tu veux compléter. Oui, c'est ça, c'est que la question de ce qui fait groupe là, dans les outils, c'est ce qui donne une vision ou en tous les cas une connaissance commune du groupe. Il y a beaucoup de groupes où on voit que les personnes qui ont des fonctions, en tous les cas de présidence, d'animation de groupe, de direction, c'est des gens qui connaissent très bien le groupe auquel ils s'adressent. Donc, par exemple, dans des associations, ils savent à peu près qui sont les adhérents, le CA, etc. Par contre, les autres éléments là, de ce grand groupe, eux, se connaissent peu. Et c'est souvent là qu'on commence à avoir des points de blocage qui vont faire que la collaboration n'est pas possible.
Donc le numérique, il a pour le coup cette fonction, et quand on va commencer à travailler avec un groupe, bah nous c'est ça, on va regarder est-ce qu'il y a, si on veut c'est une chose très pratique, est-ce qu'il y a un lieu de stockage alors des documents qu'on peut se partager, un lieu de stockage des prises de décision, un lieu de stockage des échanges, sachant que la boîte mail, c'est quand même pas très bien fait pour stocker les échanges. Hein. Vous pouvez sans doute être inondé de mails et c'est le bazar. Alors, il y a des gens qui rangent très bien, mais il y a beaucoup de monde qui c'est un peu le bazar. Et puis surtout, une fois que c'est arrivé dans sa boîte mail, comment on passe l'information à quelqu'un d'autre? Alors, on envoie un, on met l'autre en copie. On voit bien que les choses se perdent. Et dans ce cadre-là, beaucoup de gens perdent l'information. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres outils numériques qui permettent peut-être des échanges plus instantanés et de conservation des traces de tous ces échanges de manière plus organisée. Donc ça, on va regarder ça. Comment est stocker l'information? Quels sont les outils pour qu'elle circule, cette information, qu'elle soit accessible? Et puis, c'est sûr qu'on va aller souvent un peu titiller sur qui accède à quelle information et pourquoi elle n'est pas ouverte ou pourquoi elle est fermée à telle ou telle personne. Donc ça, c'est sur le côté outillage, on va aller voir cette partie-là forcément assez en détail parce que c'est ça qui va permettre ensuite de faire groupe pendant 6 ans. Le numérique, il peut avoir, moi je vois surtout cet intérêt-là, c'est que pendant 6 ans, lui, l'outil ou les outils vont être là tout le long. Suivant si les gens s'impliquent ou se désimpliquent, c'est pas grave puisque les traces sont là. Donc voilà, ça c'est sur les outils, on va avoir ce regard-là. Et ensuite, effectivement, on va comme disait Emmanuel, je suis d'accord, identifier tous les premiers lieux sur lesquels on peut commencer des petites choses impliquantes, mais c'est pas grave si ça fonctionne pas exactement comme on le veut. Dans les municipalités avec qui on discute en ce moment, il y a beaucoup de discussions aussi parce que je trouve qu'on a très souvent, il y a les élus qui doivent faire des choses avec les citoyens. C'est une sorte d'obligation et de volonté, l'un ou l'autre. Et puis on oublie l'entre-deux qui est quand même l'équipe administrative et technique entre les deux, qui elles aussi peuvent avoir des envies d'eux et qui des fois nous disent à l'inverse, bah oui, mais les élus ne nous écoutent pas. Puis des fois, nous, on a les élus qui disent, ouais, mais moi, l'équipe technique ne suit pas. Donc pour le coup, on les entend dans les deux sens et je pense qu'il y a ce niveau-là, avec ces 3 entrées-là, à bien travailler au-delà du fonctionnement de l'équipe municipale en tant que telle. C'était une de mes questions, savoir comment associer aussi, parce que c'est quand même une question pour les nouveaux élus qui débarquent dans la fonction. À chaque élection, c'est ça, c'est une des choses qui les surprennent le plus après l'élection, c'est le lien, c'est la relation avec les agents. Quand les gens viennent du privé ou quand ils n'ont pas l'habitude de gérer du personnel, cette question, et comment est-ce qu'on associe, une grosse question, c'était comment est-ce qu'on associe, comment est-ce qu'on informe les agents, par exemple, du programme qui va être mis en place, comment on les associe au projet, comment on fait fonctionner les binômes. Alors, sur les grandes communes, hein, c'est vrai que binôme maire DGS, adjoint chef de service, ou adjoint DGS, ou adjoint agent. Mais tout ça, comment est-ce qu'on fait fonctionner ça, et ça pose la question aussi de la gestion du projet en général. Ça réinterroge ça aussi, je pense, hein, la gestion des projets. Comment on gère un projet? On les gère en binôme, par exemple. C'est des choix qui ont été faits dans certains endroits. Dire tous les dossiers, on les gère en binôme, tous les élus les gèrent en binôme. 1, pour défendre le projet, c'est plus facile. 2, pour expliquer ce qu'on veut, c'est aussi plus facile. Généralement, au groupe, quand on est 2 déjà à comprendre. Donc, il y a des manières aussi qu'on peut introduire, qui ne sont pas du numérique, qui ne sont pas d'une nouveauté, mais qui sont la gestion de projet qui est collaboratif, quoi. Un peu plus collaboratif. Et c'était ça, on n'aura pas, enfin, ça sera évoqué peut-être formation et c'est aussi du moyen. Oui, mais ça pose exactement ce que je disais tout à l'heure aussi, hein, c'est que finalement, le stockage, on l'ouvre à qui? On peut pousser le bouchon un peu loin hein, quand on travaille avec certaines autres structures, y compris dans les entreprises. Quand on parle du stockage de l'information, de circulation d'information, est-ce qu'elle va rester au sein du conseil municipal? Est-ce que l'équipe administrative et technique peut la lire? Qu'est-ce qu'elle a le droit de lire? Est-ce qu'elle a même le droit de pourquoi pas y participer? Et puis après se pose la question de est-ce que la population a le droit de le voir et est-ce qu'elle peut le voir aussi? Parce que c'est quand même, on est comme là pour les représenter et voilà. Donc ça, c'est des questions que nous va poser. Hein. Chaque groupe va avoir ses propres réponses. Et forcément, chaque réponse va avoir un impact sur l'ouverture et la vision que les autres vont avoir de l'ouverture du groupe et des possibilités donc de s'impliquer, de participer. Il y a plusieurs projets. Nous, on dit avant de peut-être de le travailler, alors on a eu des gens qui travaillent sur des applications, par exemple, autour des questions d'accessibilité handicap. Au lieu de demander à toute la population de signaler ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, le premier travail était de travailler entre les élus et des équipes techniques, mais pour le coup, voirie, transport, urbanisme, santé,
Donc, pour le coup, on sortait de tous les silos pour travailler ensemble sur le sujet avant de l'amener à la population. Donc, on a, encore une fois, c'est par palier, quoi. C'est pour ça que 6 ans, c'est long et on peut perdre tout le monde, mais 6 ans, ça peut être un temps vraiment intéressant. Moi, je trouve qu'en général, entre 4 et 5 ans, c'est vraiment bien pour construire un groupe collaboratif. Et voilà, on se donne ce temps de construire collaborativement quelque chose qu'en plus on montre à l'extérieur. Juste, on a parlé des élus, du personnel, de la population, et on a oublié effectivement, il y a une question là, sur la question de l'opposition. Ouais. C'est vrai que opposition et gestion collaborative, forcément, je ne sais pas comment. Ça, c'est une question. Alors, j'ai malheureusement assez peu d'exemples sur cette question-là, mais elle me semble particulièrement importante. Et la meilleure façon de la contourner, c'est à mon sens l'approche projet. C'est-à-dire que dans un groupe collaboratif, il va y avoir un moment où on va être dans des approches projets. Et du coup, là, cette ouverture aussi à l'opposition dans l'approche projet me semble un vrai sujet, c'est-à-dire que c'est un vrai espace où on va pouvoir reconstruire des choses. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure aussi, c'était sur à mon avis, il y a des temps notamment d'observation, de réflexivité, où on se regarde comment on fonctionne, à mettre en place régulièrement, et sur 6 ans, je pense, on peut en faire 3 à 6, je pense, donc soit chaque 2 ans, soit chaque année, un moment, alors est-ce que c'est un séminaire particulier, où on va observer et donner la parole justement à chaque entité, à chaque personne du conseil municipal sur le fonctionnement. Et ce temps-là est un temps très important car il est en dehors du moment très formel avec des postures très fortes du moment du conseil municipal où on prend des décisions, mais c'est un moment où on va réfléchir sur les pratiques et de le faire régulièrement avec une possibilité de parole forte et à mon sens une des pistes pour travailler de façon intelligente. Mais bien sûr, la gestion collaborative se fera avec l'opposition, se fera probablement pas durant la première année. Ça sera petit à petit dans l'ouverture et dans la preuve par l'exemple qu'on met en place des modes collaboratifs que l'opposition aussi pourra avoir une place dans cette démarche-là. Je ne sais pas si je comprends bien la question, mais en tous les cas, nous, souvent, quand on nous la pose, peut-être qu'on nous la pose sous un autre angle, on nous dit, bon, et qu'est-ce qu'on fait des boulets? Souvent dans les groupes, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre boulet. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'opposition comme un boulet, mais en tous les cas, c'est quand même quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Nous, en général, dans les groupes, quand le groupe est réellement passé en mode collaboratif, en vrai mode collaboratif, en fait, il y a une régulation par le groupe qui s'impose. C'est-à-dire que un vrai groupe collaboratif, je l'ai dit, hein, c'est un groupe qui rend des visibles invisibles, c'est un groupe qui ose aller jusqu'à donner beaucoup de visibilité aux échanges, et notamment pour éviter les discussions qui vont se faire de manière un peu cachée et donc qui laissent effectivement des failles pour qu'une opposition ou autre vienne et puis pique un peu et embête tout le monde et freine un peu tout le monde. Les grands groupes, alors même y compris des très grands groupes hein, avec lesquels on travaille, hein, des groupes à plusieurs millions de membres, il y a forcément hein, ces personnes-là, en plus on les connaît, mais il y a une régulation qui se fait par le groupe. Alors c'est bien parce que pour le coup, ça libère un peu de l'espace et de la pression sur ceux qui d'habitude doivent les gérer. C'est le maire ou la maire qui doit gérer l'opposition le jour où elle arrive le jour J pendant le conseil municipal avec ses opinions. Là, on a des groupes qui ne doivent pas le gérer le jour J, mais qui finalement le gèrent quasiment au quotidien et c'est le groupe qui gère ça. Parce qu'on a permis en général dans le fonctionnement collaboratif tellement d'expression et de partage qu'à un moment, quelqu'un qui va quelque part aller titiller pour renfermer un peu les échanges, c'est le groupe qui va le réguler, y compris même des fois des gens de la même opposition dans le même groupe. Mais c'est un processus long. Là, on n'essaie pas de vendre du fantasme et du rêve. Ça ne se fera pas l'année prochaine. Quoi. Ce serait bien. Hein. Franchement, si vous y arrivez, c'est super. Nous, on est partant. Mais ça demande un petit temps d'apprentissage, y compris individuel. Je pense que même pour nous, pour le coup, on s'est retrouvés un jour dans la vie, mais on a suivi les mêmes formations, des formations qui nous ont, je dirais, éduqués en gestionnaire de projet avec... on sait monter un projet, monter un financement, trouver les 12 partenaires, et puis on a une finalité au final. Voilà. Et on sait qu'on va arriver à tel résultat.
En fait, on sait très bien que dans la vie, ça ne fonctionne pas. Je pense que même nous, il a fallu apprendre à fonctionner autrement. Et le travail collaboratif, c'est quelque chose qu'il a fallu réapprendre. Et aujourd'hui, on en est convaincu, c'est pour ça qu'on est là. Mais on sait le temps que ça peut prendre. Si je peux me permettre de parler à ta place. Ouais, d'accord. Dans les questionnements qu'ont les élus, c'est aussi, on parlait de transparence, on parlait de partage. Est-ce que dans le travail sur le fond, vous avez fait, et vous pensez faire avec une collectivité, le fait de, par exemple, de définir le circuit, d'écrire, enfin des schémas sur les circuits de décision? Oui, Est-ce que ça, c'est des choses, des outils que vous utilisez, partage de pouvoir, je dis le pouvoir entre guillemets, mais oui, quelque part. Et la question de délégation, parce que c'est quand même une grosse question aussi, la délégation dans le cadre des communes. Il y a les adjoints, il y a les élus délégués, et puis il y a les conseillers municipaux qui vont travailler sur mission. Est-ce que… Je pense que le travail collaboratif, alors peut-être que des fois, quand on le présente, on pourra avoir l'impression que c'est ce côté un peu autogéré, on va tout permettre, et puis tout le monde échange dans tous les sens. Non, il y a un cadre. Il y a même des cadres. Et il ne fonctionnera que s'il y a ces cadres-là, mais pas des cadres qui empêchent, mais des cadres qui permettent. Et ça, il faut les écrire, et il faut, encore une fois, ceux-là aussi qui soient visibles. C'est-à-dire que si on sur ces chaînes de décision, si elles ne sont pas visibles ou compréhensibles par l'ensemble du groupe, et pas que par les quelques personnes qui ont délégation de signature, par exemple, ou par le responsable de la commission finance qui est adjoint et qui, lui, va forcément maîtriser l'ensemble. Si ce n'est pas l'ensemble du groupe qui le maîtrise, ce sera perdu. Encore une fois, on ne sera pas dans ce fonctionnement collaboratif. Le cadre ne le permettra pas. Alors que si on a un cadre qui montre tout ça, qui l'a écrit, qui l'a posé, et qui permet effectivement, il y a une transparence sur ce fonctionnement-là, chacun va pouvoir s'en saisir ou revenir au bon moment pour, en tous les cas, reprendre sa place dans ce cadre. Donc, travailler de manière collaborative, c'est pas youpi, allons-y, puis on verra ce que ça donne. J'exagère un peu, mais parce que des fois, c'est un peu ce qu'on peut nous renvoyer. Oui, mais ça marche avec des associations, des cadres un peu ouverts. Je peux vous dire que dans les associations, c'est pas forcément gagner-gagner non plus, mais à chaque fois, il faut un moment qu'il y ait un cadre. Mais peut-être qu'il vient un peu après et pas forcément au début. On ose se donner l'opportunité d'expérimenter, d'essayer, de tester à un endroit, de voir ce que ça donne, et on construit le cadre après. Que vous connaissez peut-être des choses comme Wikipédia, qui est complètement autre chose. Wikipédia, il n'y avait aucun cadre au début. Aujourd'hui, il y a des cadres, mais alors je vous dis, il y avait des vrais cadres. On ne peut plus faire ce qu'on veut comme on le faisait au tout début en écrivant dans Wikipédia. Mais ils sont partis plutôt du postulat en se disant, ça c'est une phrase en anglais, je suis désolé, mais je crois que quelqu'un me l'a dit un jour en français, mais je ne sais pas comment on l'a dit en français. Dans ces univers-là, on dit, et dans le collaboratif, done is better than perfect. Allons-y, quoi. On y va. Mais le côté un peu perfection, on l'aura après une fois qu'on aura remis des cadres qui permettront de mieux encadrer ça. Ouais, je pense que c'est le côté cadre. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ça. C'est entre l'image de collaboratif, voilà, on part en tous azimuts, et en fait, le collaboratif permet aussi n'avance que si, n'est efficace que s'il y a du cadre. C'est ça que je veux entendre. Oui, bien sûr, complètement. Et chaque cadre va être défini avec chaque équipe en fonction de est-ce que les personnes qui l'animent ou qui en sont un peu responsables sont prêts à, le groupe jusqu'où il est prêt à. Commencez pas à tout dire, on va tout mettre de manière transparente si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de gérer le chaos que ça va engendrer. Dans le chaos, dans le sens où tout d'un coup, effectivement, peut-être que les habitants en face vont s'en saisir et vont réagir de manière que vous n'aviez pas anticipée. Donc il faut créer ces cadres de confiance, ces cadres de bienveillance. Alors c'est des grands mots, mais très souvent c'est pareil, on dit on va faire une réunion en bienveillance. Bon, alors c'est quoi le cadre de la bienveillance? Et ça, on peut l'écrire ensemble par contre. Est-ce que c'est bien s'écouter, c'est se respecter, c'est accepter que les réunions ne se fassent pas à des heures où les femmes ne peuvent pas venir de toute façon, mais on les met là parce que voilà, nous on peut. Voilà, c'est plein de petits cadres de bienveillance et de confiance qu'il faut écrire. Mais on peut le faire ensemble plutôt que ça arrive d'en haut pour tout le groupe. On peut les écrire ensemble. Et ils sont importants. Ils sont même pris. C'est primordial. Une question là qui rejoint, je la lis. Ouais. Le saucissonnage en commission par compétence municipale est-il encore pertinent? Associer tous les conseillers au dossier le plus stratégique et commun ne serait-il pas plus motivant pour chacun? Pour l'interrogation.
Bon, après, il y a le temps d'implication disponible de chacun, mais je te laisse répondre là-dessus. Ouais. Alors, dans la pratique, il faudra des groupes projets, des commissions. À un moment, il y a des dossiers, quoi. Il faut pouvoir les suivre. Par contre, on peut, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut très bien imaginer que sur 6 ans, déjà, on ne soit pas cantonné spécialement à une seule spécialité, par exemple. Et aussi, la question de points qui apparaissent comme stratégiques, c'est aussi au groupe projet de se dire, aux commissions, de se dire, là, il y a quelque chose qui nous dépasse en termes d'importance et qui doit être partagé plus largement. Et là, je reviens encore sur cette importance de temps, de séminaires collectifs de l'ensemble du groupe, aussi pour ces questions stratégiques, d'implication très forte aussi pour des gens qui ne sont pas adjoints, qui ne ont pas d'étiquette particulière. C'est vrai qu'on voit ça hein, dans nos équipes, c'est-à-dire on fait une relecture aussi du programme. Et au regard du programme qu'on avait établi il y a 3 ans ou 2 ans, on regarde ce qui a été fait et puis on réinterroge aussi la manière de fonctionner. C'est des moments aussi sur la forme, sur le fond. Mais c'est vrai que ces temps-là, il faut se les donner. C'est aussi pas facile de se donner du temps. Un samedi matin, on va bosser sur les dossiers stratégiques. C'est vrai que c'est une discipline et puis un engagement qu'il faut se donner en début pour pouvoir le faire C'est pour ça que il y a quelque chose qui me semble très très important, c'est que là, quand on est en phase amont, on se dit voilà, tout est ouvert. Après, pour moi, une des grosses difficultés, ça va être la prise, la rapidité qui va se passer à une vitesse folle. Vous connaissez tout ça des dossiers urgents qui se cumulent les uns aux autres et qui va faire que de toute façon, à un moment, cette question sur la pratique, sur nos pratiques, ces questions dont on se pose là passeront dans un second temps. Et ça, c'est une des grosses difficultés et qu'il faut vraiment penser à l'avance, organiser de façon formelle également ces temps de réflexivité sur notre pratique, etc. Si on ne le fait pas, de toute façon, ça va partir très rapidement dans le flux des choses à faire. Alors, moi, je ne sais pas si ça allait plus loin, mais effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, moi, c'est ce que j'appelle les temps de resynchronisation qui sont obligatoires. Parce que vous connaissez tous les vies qu'on a tous dans tous les sens aujourd'hui et on est happé par tellement de choses qu'on a du mal à se synchroniser déjà avec sa famille, donc avec son conseil, etc. Moi, en revenant juste sur les termes commission, justement, c'est un mot qui me fait un peu peur, pour tout dire, le mot commission, parce que j'ai l'impression d'y voir un silo. Et que toutes les commissions deviennent tout d'un coup des silos. Alors j'aime bien ce qu'évoquait Manuel sur la question projet. Les groupes projets qui peuvent être aussi des choses qui n'ont qu'une durée limitée. C'est-à-dire que ce n'est pas une commission finance qui est une commission pour 6 ans, c'est un groupe finance qui va travailler sur ces questions-là. Voire même, et moi je trouve que pour la synchronisation, il est possible que pour les groupes, ça permette d'aider. On le voit dans d'autres univers, des groupes qui sont vraiment ouverts, c'est-à-dire que le groupe finance n'est pas un groupe finance où il n'y a que des élus. Il peut aussi y avoir des habitants. Quelqu'un a posé une question tout à l'heure sur Saillant, je pense que c'est une commune. Alors, pour le coup, on n'en parle pas souvent parce qu'on a l'impression qu'on parle toujours de Saillant. Et c'est pour ça qu'on est gourmand en fait, de trouver d'autres initiatives ailleurs. Mais il y a eu ce travail-là en se disant pourquoi un groupe finance ne serait qu'un groupe des élus, de quelques élus en plus, et de l'adjoint. Pourquoi est-ce que le groupe finance, c'est pas tout le monde? Ce qui fait que pour le coup, si on doit se réinterroger régulièrement sur comment on a tenu notre programme, où est-ce qu'on en est, et pour éviter de le faire dans un entre-soi, c'est-à-dire les 20 membres du groupe ou les 30 membres du groupe, on a un regard qui, pour le coup, peut être même des agents de la collectivité et des habitants. La synchronisation, elle va peut-être se faire avec en plus du regard extérieur. Mais on comprend bien que ça, il faut être prêt à le gérer, à l'accepter, parce que ça, c'est possible. Hein. La commission n'est pas obligée d'être complètement que d'élus. Peut-être juste un retour d'expérience sur aussi Saillant que j'ai étudié pas mal depuis plusieurs années
connaître bien de l'intérieur aussi le fonctionnement. Effectivement, la question de la collégialité interne à Cerian a été beaucoup travaillée, avec, comme on disait tout à l'heure avec Jérôme, la question des doublons, par exemple, qui est indispensable dans la collégialité interne. La question des groupes projets qu'ils ont beaucoup mis en place, des groupes projets ouverts d'ailleurs, effectivement. Par contre, il y a aussi des écueils ou moins des difficultés fortes, et c'est important aussi ces expériences qui ont un peu de recul. Et effectivement, ces 2 points qu'on a un petit peu soulevés, c'est aussi le collaboratif avec les services et d'un autre côté avec l'intercommunalité. Ça a été les 2 points, notamment à Cerian, de très grosses difficultés. J'aime bien juste la dernière question. Ça va être la dernière question. C'est la dernière. On remarque une question sur la place laissée aux femmes sur des sujets vus comme masculins. L'esprit collaboratif a tendance à fondre comme neige au soleil. Ah oui, alors ça, ça va être la dernière question parce qu'on est arrêté à. Voilà, alors moi je trouve que c'est une très bonne question parce qu'elle m'amène à une forme de conclusion. J'espère que ça vous conviendra, mais ça rejoint la question de finalement quelqu'un qui est adjoint ou qui a une place au conseil. Est-ce que c'est la personne qui doit maîtriser le sujet ou c'est quelqu'un qui a des compétences d'animation collaborative sur un sujet? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable plutôt, donc pour le coup, homme ou femme, mais on ne cherche pas à savoir s'il est masculin et donc c'est à lui, c'est lui qu'on met notamment aux travaux, hein, ou est-ce que c'est une femme et on va la mettre au social? C'est pas la question, c'est est-ce que cette personne est capable d'animer un groupe sur un sujet, et à la rigueur, tant mieux si même elle ne le connaît pas, mais par contre, elle va savoir s'entourer de personnes, d'habitants, de techniciens qui vont pouvoir aider à travailler sur le sujet de la rénovation de la cantine municipale. Ça peut être un bon projet. Et pour le coup, c'est pas parce que c'est forcément une femme. Je pense que c'est là qu'on retouche à ce que j'évoquais au départ pour reboucler, à la question des compétences collaboratives. Et donc du rôle aussi des élus. Est-ce que ce sont des animateurs territoriaux, si on peut dire comme ça, des animateurs de groupe, ou est-ce que ce sont des experts sur un sujet sur lequel on met en plus beaucoup de choses sur les épaules, parce qu'en plus, s'ils font mal, la relation qu'on a entre citoyens et élus, elle est toujours un peu ambivalente. Hein. On va vite lui taper dessus parce qu'il n'a pas bien fait les travaux. Et donc, on revient à la personne alors qu'en fait, c'est un travail de groupe. Voilà. Merci. Oui, merci Louis-Julien et Emmanuel. Donc en fait, on va terminer, on va boucler ce webinaire ici. On vous remercie. Alors, juste pour info, on a fait donc Manuel a fait une carte un peu collaborative. Tu en dis un mot, Manuel? Oui, non. On va vous envoyer. On peut me le projeter ou pas? On attend de la projeter ou on l'envoie? On verra. On l'enverra plutôt. C'est juste pour dire qu'on a essayé d'appliquer ce qu'on dit et on a essayé de rendre visible l'ensemble des échanges avec la possibilité qu'on avait en essayant de le représenter sous forme d'une carte, ce qu'on appelle une carte heuristique, l'ensemble des échanges qu'on a eus et on vous les fera passer, qui ont été pris en direct avec ce qu'on a entendu. Alors d'habitude, on le passe en direct, mais bon, la technique fait que ce n'était pas forcément évident. Mais c'est en tous les cas de rendre visible aussi effectivement des échanges en direct, y compris nous, peut-être nos petits défauts de prise de notes, de fautes et puis d'incompréhension de ce qui a été dit. Voilà. Mais on pourra en reparler pendant la formation et comment l'utiliser en direct. Donc, je fais bien de faire le lien avec la formation, c'est-à-dire qu'il y a une formation le 20 novembre à Montauban-Bretagne, sur un travaux municipal. Voilà, donc on vous invite à vous inscrire. C'est possible de s'inscrire sur le site internet de la RIC dès aujourd'hui. On vous enverra un petit mail avec le lien à la carte. Si on a des ressources entre-temps, on vous les enverra aussi. Je vous enverrai un petit questionnaire aussi, un peu d'évaluation. Parce qu'on expérimente, tout ça, on est au 3e, 4e webinaire, mais on veut connaître aussi votre avis là-dessus. Si c'est une bonne formule, on est 3, des questionnements par écrit, etc. Donc on a besoin de votre avis, l'horaire, tout ça. Voilà. Donc, on remercie encore Thiriad, Manuel et Louis-Julien. Merci Jérôme, Eric. Et puis merci d'avoir participé et en vous disant peut-être au mois de novembre. Voilà, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.